Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes mardi et vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Alors, comme à l'accoutumée, je suis accompagnée du professeur Herman Yeglipot, qui est le concepteur de l'émission et qui est là, bien entendu, pour votre plaisir, pour votre édification. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Agathe. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, de quoi est-il question ce soir, professeur? Alors, on va parler de la mystique du sexe. On continue parce que là, le thème là, on l'a commencé en décembre. Dernièrement, on a essayé de faire le récapitulatif pour que les gens ne perdent pas de vue. Alors aujourd'hui, l'élément principal de ce thème va tourner autour de la sexualité sacrée, où on va parler de l'amour et du mariage, en passant par ce qui est de juste et de sain dans la sexualité sacrée. D'accord. Vous l'avez compris, on continue avec la sexualité sacrée. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous asseoir confortablement parce que nous allons passer 90 minutes ensemble, bien entendu, avec vos chroniques, la réflexion, et aussi vous aviez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes prêts, le train va quitter la gare. Le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. La mystique du sexe. Suite. La sexualité sacrée, juste et saine. D'édition en édition, nous tenons depuis là à analyser le phénomène qu'est le sexe. Apparemment inexplicable, comme nous vivons avec, aussi que c'est par lui que nous trouvons notre équilibre physiologique, biologique et même charnel, donc physique. Nous pouvons dire que grâce au sexe, nous retrouvons le meilleur de notre existence. Pour cela, dans ce décryptage, nous sommes donc obligés d'aller vers l'optique et qui permet de dégager davantage l'énigme qui s'y cache. Aussi, nous sommes en droit de constater que dans la plupart des cas, la donne réflexionnelle qui concerne le sexe reste quasiment inimaginaire. Autrement dit, il y a de quoi réfléchir sur les dessous du phénomène sexe que nous avons baptisé la mystique du sexe. Vraisemblablement, ceci relève d'un schéma de décryptage qui doit nous permettre de découvrir ce qu'est le sexe au juste. Le sexe est une énigme, un épiphénomène qui cache à son sein beaucoup de mystères. Du point de vue charnel, n'est donc pas un simple ou vulgaire instrument de mesure qui sert à palper la quintessence du plaisir sexuel. Au cours de ce décryptage, ce qui serait intéressant est de rechercher le côté sacré du sexe. Sauf que le fait d'aborder la sexualité sous ce pan replace le tabou en surface. Ceux qui refusent d'en parler disent que ceux qui en parlent sont des grossiers. Dans les deux camps, le fond n'est pas le même, car parfois, à refuser d'en parler crée plus de problèmes à ceux-ci. Du coup, ne pas en parler n'est qu'un faux concept. Il va sans dire que vouloir poser un acte sexuel, cela n'est pas toujours bien perçu. Pour en parler, il s'avère qu'il faut embellir le langage avec des mots de quelqu'un de civilisé, et là, personne ne vous condamnera. Pas d'écart de langage même si la relation est légale. Résultat, pour mieux maquiller les mots, il est né dans le jargon courant une des expressions suivantes: faire l'amour. Pourtant, celle-ci ne veut rien dire. Elle rappelle tout simplement qu'on est dans le besoin de poser un acte de plaisir charnel. Autrement dit, le contact entre deux personnes, même de sexe contraire, n'a rien à voir avec l'amour.
Nous voici de retour sur votre plateau du monde inconnu. Alors, professeur, la mystique du sexe, la sexualité sacrée, juste et saine. Mais finalement, la sexualité sacrée, qu'est-ce qu'il en ressort réellement dans je vais dire, dans cette expression qui semble être si vaste et si large? Alors, c'est pour cette raison qu'on y revient, on va devant, on revient en arrière, parce que en des mots, on ne peut pas expliquer ce qui est de nature à cacher un mystère. Il faut trouver des mots justes et parfois il faut savoir bien les trouver parce que il y a des personnes qui sont qualifiées pour expliquer tout ce qu'ils ressentent ou bien tout ce qu'ils vivent. Alors, souvent, il faut passer par l'inspiration où une certaine forme de révélation vous vient avant de rédiger une chronique, auquel cas on n'est pas capable d'expliquer tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il y a lieu d'expliquer. Le sexe est d'abord énigmatique. Alors maintenant, son côté sacré, c'est tout ce que le sexe cache. C'est tout ce que, au cours de ces éditions qui ont été consacrées pour le sexe, à travers le monde inconnu, cette émission, nous essayons de révéler. Je crois que on va y aller comme la canne à sucre. Ça a les nœuds. Alors quand vous attrapez un nœud, vous finissez d'abord avant d'attraper l'autre. Parce que ça ne saurait être avalé du coup. Ça veut donc dire que petit à petit, on va y arriver. C'est pourquoi nous parlons de décryptage. Parce que si ce n'est que le côté enfantement, c'est-à-dire les femmes, les sexes, il faut les décrypter. Peut-être qu'au cours de la prochaine édition, on va voir le contour du sexe chez l'homme ou chez la femme. Et là, on va désacraliser le sacré quand on va y arriver, parce qu'il faudra bien que les gens comprennent que ce qui est juste et sain dans le sexe, c'est ce qui se cache derrière l'amour. Et l'amour, au cours de cette édition, on va essayer de voir quelle est vraiment sa place par rapport au sexe. Alors, pour ça, vous parlez de l'amour, effectivement, dans cette chronique. Vous aviez fait allusion à un terme que nous avons l'habitude d'utiliser, celui de faire l'amour. Et quelque part, vous nous dites que ça n'a rien à voir dans la sexualité sacrée. Alors, si on ne parle pas de faire l'amour dans la sexualité sacrée, on parlera donc de quoi? Bon, si vous ne dites pas, je vais faire l'amour ce soir à ton ami, même entre vous les femmes, même entre nous les garçons, les hommes, on vous traite de grossier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire ça autrement. Bon, c'est juste une expression, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez faire. Vous allez poser un acte sexuel dans le but d'atteindre, de satisfaire un plaisir. C'est parce que ça, vous êtes en situation de désir. Et le désir, là, il faut qu'il en sorte un plaisir. Et ce plaisir, vous l'imaginez comment il sera, au cas où vous faites l'amour à une femme pour la première fois. Ou alors vous savez comment ça se passe comme ça. Et souvent, lorsque ça se passe, lorsque ce n'est pas pour la première fois. Bon, donc on est en train de dire une chose qui n'a rien à voir avec l'amour. On est en train de dire une chose comme pour maquiller le langage. Et ces maquillages de langage, ça fait beau à entendre. Parce que il faut... il y a certaines parties du corps qu'on n'en parlait jamais. Il y a le sexe, il y a des petits mots au niveau du sexe qu'on en parlait aujourd'hui, mais dans la culture générale, parce que ça c'est pas seulement les Européens, même les Noirs, mais surtout les Noirs, le sexe étant tabou, il n'y a même pas de sujet à débattre
concernant le sexe. Si bien que quand on fait état de choses dans le système scolaire où les pédagogues essayent de s'asseoir pour mettre sur pied une éducation sexuelle à l'école, on doit choisir les mots, on doit faire attention. Auquel cas, ça va irriter tout le monde. Et pourquoi irriter tout le monde? Pourquoi appeler le doigt par le doigt? Pourquoi appeler l'œil par l'œil? Pourquoi le nez par le nez? Mais pourquoi la partie du bas ventre qui est couvert par l'habit, pendant un certain temps, ça n'a jamais été sous l'habit, parce que les enfants jouent dehors, tout nus, et des fois, ils se déshabillent. Quand on lui dit porte l'habit, il dit oui, il porte l'habit. Quand il part à un niveau, il se met encore nu. Bon, alors, durant tous ces temps, on donne l'impression que, parce que son corps n'est pas à maturité, donc il y a une différence. Mais même dans les livres, s'il y a un livret où le sexe est bien dessiné, un livret de science, d'observation, bon, on a de la peine à regarder ces livres là où il y a les enfants, ou là où il y a son enfant. Et on fait tout que ces livres-là ne soient pas trop fouillés par les enfants. Bon, parce que, bon, voilà. Même, disons, un paquet de produits, par exemple, ceux qui boivent les Viagra, bon, on peut montrer un genre d'image qui reprend le sexe de l'homme en totalité. Moi, je me souviens, un jour, quelqu'un est venu au cours d'une consultation me montrer un paquet d'un produit, et je l'ai laissé là. Mon petit-fils est venu me montrer que voilà les isides de l'homme-ci. Bon, mais il faut dire la vérité, malgré ma culture de quelqu'un qui trouve que c'est normal d'appeler les chiens par son nom, mais ça m'a fait tiquer que pourquoi je n'ai pas dissimulé ces paquets là vite. Alors donc, c'est comme un réflexe. Donc, on ne saurait utiliser donc l'expression faire l'amour comme une expression qui doit se confondre avec le fait de faire, le fait de fonctionner en activité sexuelle comme si c'était une manière de faire l'amour vraiment. Alors pour ça, vous avez dit tout à l'heure que l'expression faire l'amour renvoyait à nos désirs, le besoin d'assouvir un désir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la sexualité sacrée, il n'est pas question d'assouvir un désir. Alors, on a dit que le désir et le besoin ne devraient pas être confondus. Je crois on avait parlé de ça une fois ici. Alors, ce qui est, par exemple, quand on dit le corps humain doit être nourri, lui donner ce dont il a besoin, ça veut dire qu'il y a eu une étude, ne fût-ce que scientifique, parce qu'il y a des sciences sans âme. Bon. Mais il y a une étude qui permet de savoir ce dont le corps a besoin. Pas ce dont le corps désire. Oui. Parce que lorsque vous désirez quelque chose, vous pouvez en user un peu de trop. Prenons par exemple un alcoolique. Il boit une bière, il boit une deuxième bière, il boit une troisième, il quitte là, il part ailleurs, il boit 4 bières encore. Avant une certaine heure de la nuit, avant qu'il n'atteigne une certaine période de nuit, il se retrouve avec 20 quelque chose de bière. Alors, est-ce que c'est le besoin de boire ou c'est le désir de boire? Il peut expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça. Parce qu'il faut qu'il s'explique ça. Il ne faut pas que ça soit un problème que... donc, sexuellement parlant, c'est aussi ça. Vous savez, du rein animal, quand la femelle est en chaleur, le mâle se met en érection. Ça veut dire donc que pour faire tourner le mâle, normalement, il faut beaucoup de femelles.
Et là, nous sommes dans la phase de l'élevage des bêtes ou de la volaille. Bon, parce que s'il y a plusieurs coqs sur la basse-cour, vous n'aurez jamais de poussins. Tout à fait. Ils vont passer leur temps à bagarrer au lieu de chercher les femmes, alors qu'il y a plusieurs poules. La même chose, si vous avez les bovins et les truies, et tout ça là, c'est-à-dire les porcs, vous avez besoin de peu de mâles pour un groupe de femelles. Même chose pour les moutons et les chèvres, les boucs et tout cela. Alors, maintenant, pour l'homme, je le disais lors de la dernière édition que, à l'époque, quand on marchait nu, la personne de sexe contraire n'était pas forcément un danger pour l'homme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont un danger pour les hommes. Pour le peu qu'elles s'habillent mal, l'homme va commencer à gesticuler, à perdre le nord, peut même faire l'accident quand il conduit la voiture. Parce qu'il est dans la voiture, sa femme même est à côté, même ses filles, même ses enfants. Au lieu de regarder la route, il regarde à gauche, il a vu une fille, il a vu les seins qui sont dans un genre de support transparent. Et ses yeux veulent arracher les seins là de la poitrine où ça se trouve pendant qu'il conduit, les toucher ou pour faire quoi. Voilà, il fait l'accident. Personne ne sait les accidents qu'il y a en ville souvent, d'où ça provient. Alors, donc, ça devient un danger aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on cache. Mais alors qu'à une époque, quand il n'y avait rien qu'on cachait, il n'y avait aucun problème. Vous êtes tous nus. C'est seulement lorsque la femme est en période de fécondité ou d'ovulation que sortait de son corps un parfum, soit qu'elle ait transpiré un peu, et ce parfum entraînait un champ vibratoire, et ce champ vibratoire allait jusqu'à mettre l'homme en érection. Bon, donc la donne a changé. Ce champ vibratoire n'existe plus parce que c'est étouffé par les produits des toilettes d'un genre. Donc il y a plein de choses aujourd'hui qui font que l'homme ne vit plus animalement dans le sens positif. Il vit animalement dans le sens négatif. On peut dire même que le démon de l'industrie, parce qu'il y a des émissions que nous allons ramener pour parler de la sorcellerie de deuxième, de troisième dimension qui embête l'homme. Mais professeur, tout à l'heure, vous nous aviez, en parlant de ces personnes-là qui marchaient nues, les nudistes, il y en a encore. Oui. En parlant de, vous aviez fait comprendre qu'il n'y a pas de gêne à voir son vis-à-vis, son contraire nu. Mais est-ce que le tabou du sexe est quelque chose qui est né aujourd'hui? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est avec ce qu'on a appelé modernisation qu'on a ouvert certaines brèches par rapport aux sociétés anciennes où on ne pouvait pas parler facilement de certaines choses. Non, il y a eu plusieurs périodes parce que l'humanité traversait plus de 30 millions d'années aujourd'hui ou des milliards d'années. Alors, il y a eu plusieurs périodes dans l'humanité. Il y a eu des périodes où le sexe, du fait d'être nu, ne posait aucun problème. Après, il y a eu des périodes où on a eu des habits. Bon, les habits ne servaient pas forcément pour couvrir le corps, dans le sens à cacher le sexe. Parce qu'en fait, les caches-sexes qu'il y avait avant, c'était pour protéger le sexe, et non pour qu'on ne le voie pas. Bon, parce que même l'habit, c'était pour protéger la peau. Parce qu'à partir du moment où certains animaux, nous sommes du règne animal, bien sûr, mais avaient des poils, ou ont des poils, c'est leur habit là-bas. Nous, on doit donc nous couvrir parce que notre peau est très nue. Et là, les intempéries nous embêtent. Voilà. À partir de ce moment-là,
on a besoin d'un abri. C'est comme les personnes, surtout du monde féminin, qui ne supportent pas les climatiseurs, l'air conditionné, dans les bureaux. Alors souvent, il y a des querelles dont on te dit, commence à venir avec un pullover, hein, ne dérange pas les gens. Donc ça veut dire que, pour répondre clairement à ta question, il y a eu des époques où l'on est nu. À toutes les époques où l'on est nu, on ne parlait pas du sexe parce que, du moins le sexe restait tabou, je vais dire. Parce qu'en fait, le problème du sexe, c'est d'abord le problème des appétits que le sexe dégage, et le plaisir qu'on tire de cela pour satisfaire ces appétits-là. Alors, à travers le désir et non à travers le besoin sexuel. Parce qu'en fait, souvent, c'est les femmes qui utilisent le sexe dans le besoin, dans le sens du besoin sexuel, beaucoup plus que les hommes. Toutefois, qu'elles ne sont pas contraintes à vivre du sexe. Parce que celles qui sont contraintes à vivre du sexe, le sexe, c'est leur fonds de commerce. Oui. Donc là, dans ce cas, tu dois t'entraîner à recevoir plusieurs hommes au cours d'une nuit pour avoir un peu plus d'argent. Et celles qui ne supportent pas cela surenchèrent leur contact. Et souvent terminent toute la nuit sans rien avoir. Parce qu'il n'y a personne qui accepte ces surenchèrements. Donc, le tabou existe pour beaucoup de raisons. Il y a d'abord l'égoïsme comme une des raisons. L'égoïsme, c'est quoi? C'est comme une bonne nourriture, on n'en parle pas. Parce que quand tu commences à dire, si par exemple tu as ta femme, tu peux pas dire à tes amis que mon frère, depuis que moi je fais l'amour avec les femmes, cette femme-là que vous voyez, je suis avec. Ah, c'est formidable. Mais tous tes amis auront besoin de ta femme. Bon, donc, résultat, il ne faut pas en parler. Il faut tout faire pour dire que ce genre de sujet, on n'en parlait pas. Bon, c'est comme ça que cette forme d'égoïsme a fait donc est l'un des aspects qui contribue à ce que les tabous prennent de large. Mais professeur, est-ce que vous ne pensez pas que effectivement aujourd'hui, si on se retrouve dans une société qui tend de plus en plus qui verse de plus en plus dans la débauche, la dépravation des mœurs, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de tabou, il y a plus de rien n'est plus sacré, tout le monde fait comme il veut avec ce qu'il veut. Est-ce que ça ne serait pas l'une des raisons de ce que nous vivons? Bon, c'est l'une des raisons. La question tient à reconnaître que la dépravation existe bien et que c'est raisonnable qu'on ne prenne plus rien au sérieux, d'accord? Parce que quand on dit dépravation, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs critères. Le libido de l'homme comme celui de la femme a atteint une certaine dimension. Cette dimension-là est en rapport avec l'état de santé. Et comme la santé des êtres humains s'est beaucoup détériorée ces derniers siècles, du moins c'est depuis 60 ans aujourd'hui, parce que les choses qui détériorent la santé de l'homme, la première chose, c'est la médication artificielle. Dans la médication artificielle, il y a des produits de prévention qu'on appelle les vaccins. Ça détériore la nature fonctionnelle de l'être humain que nous sommes. Et ça nous met en disposition des appétits. Parmi ces appétits, il y a des gourmandises d'abord déjà sur le plan alimentaire, d'où des maladies de civilisation qui sont des maladies cardiovasculaires, qui sont des maladies par l'excès d'appétit. Alors, cet excès d'appétit entraîne aussi l'excès de libido.
ce n'est donc pas le fait de parler du sexe. C'est même à cause du fait d'être en libido extrême qu'on ne retient pas ces mots. On dit tout. Parce que la dépravation n'est pas seulement une dépravation d'un genre qui va dans le comportement sexuel ou bien dans le comportement d'un certain type. Non, c'est le comportement de manière générale. L'homme n'a plus de comportement qui soit réservé sur la qualité de son discours ou bien la qualité de ses actes ou la qualité de sa pensée. Parce que si on parlerait péché à métaphysique, on dirait qu'il y a le péché à 3 fenêtres. La première, c'est la pensée. La deuxième, c'est la parole. Et la troisième, c'est les actes. Bon, alors donc, on dit ceci. Si vous mangez du cochon, vous grognez. Hein? Si vous mangez du bœuf, vous devenez poltron. Les Africains sont poltrons, presque tous. 15 pays africains à la solde d'un petit État, la France, comme ça là. Parce qu'on mange du bœuf. Alors, donc, dites-moi, qu'est-ce que vous mangez, je vous dirai de quoi vous souffrez, disait Hippocrate. Alors, tout cela concourt donc sur l'ensemble de notre manière de vivre. On ne saurait donc dire que parce que le sexe n'est plus tabou, du fait que, non, il n'est même pas tabou, pourquoi? Voilà, parce que nous n'avons même plus de retenue. D'accord. Donc, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique. On reste toujours dans la mystique du sexe. Cette fois-ci, on vous parle de la sexualité sacrée, l'amour et le mariage. On revient juste après pour les questions. La mystique du sexe, suite 2. La sexualité sacrée, l'amour et le mariage. Si l'expression faire l'amour telle qu'elle est utilisée ne correspond à rien, c'est parce que l'amour entre deux personnes ne saurait être uniquement qu'une relation de l'essor du sexe. En d'autres termes, c'est aussi parce que le sexe n'arrive pas à créer une émulation vibratoire nécessaire chez celle-ci par manque de convivialité entre elles. Pas question d'amour, car du point de vue métaphysique, l'amour ne se définit pas par le sexe. Ce n'est que dans la dimension sublime que l'amour est vrai, c'est-à-dire lorsqu'il se retrouve vers le divin. Sinon, qui ne saurait être qu'un acte sanctionné par la motivation due au plaisir charnel. Autrement dit, l'expression faire l'amour ne saurait se traduire en pur et saint, un acte d'amour pour du vrai. Toutefois, il faut souligner que l'amour vrai ne se pratique pas par des sensations animales, mais par le besoin d'atteindre une dimension divine au travers de l'extase supplantant l'éjaculation chez l'homme ou la jouissance chez la femme en une sensation splendide. C'est cela, vivre l'amour. Disons qu'un acte sexuel posé sans rêverie ne saurait apporter quelque chose de spécial entre deux êtres, à moins que ceci s'y implique véritablement. Ce qui reconfirme qu'une simple union sexuelle ne saurait être à même de créer l'amour sous forme d'unicité entre deux individus donnés. Au demeurant, il est difficile de décrire l'amour, voire quasiment impossible d'en vivre sublimement. Surtout que quand l'appétit sexuel prend le dessus sur la sexualité, celle-ci devient inconséquente, voire non sacrée. Il facilitera les abus sexuels à l'égard des tierces, incitant au vagabondage sexuel. En revanche, les personnes qui sont habitées par des sentiments d'aller vers plusieurs femmes ou hommes, à des fins sexuelles ou matériellement sexuelles, un jour à l'autre, elles vont souffrir à cause d'une femme ou d'un homme qui les rejettera ou les manipulera aussi. Ce sera une réponse normale vis-à-vis de leur fardeau, devenu mauvais karma.
une situation habituelle inimaginable aux conséquences naturelles sous forme d'une sorte de sentence que les Occidentaux classent dans le code d'amour courtois en ceci. L'habitude excessive des plaisirs empêche la naissance de l'amour. Du coup, le sexe sans conscience n'est que la décombre du corps et la ruine de l'âme. De quoi revenir sur ce vieux dicton. À force de prendre des bains dans de l'eau boueuse, on en oublie que l'eau claire existe, n'ayant plus d'idée de la chercher. Précisons que le sexe, parce que c'est quelque chose de pur et sain, qu'il est logique de rechercher son côté sacré. Question de garder ceci dans l'esprit pour ne pas être sujet d'une quelconque forfaiture à l'égard surtout de soi-même. Nous devons cesser de croire que l'importance du sexe n'est basée que sur le fait de satisfaire uniquement nos appétits charnels. Alors, professeur, faire l'amour, vivre l'amour, voilà deux termes qui reviennent dans votre chronique. Quelle différence allons-nous faire entre ces deux termes? Alors, c'est que on ne peut pas les nos jours vivre l'amour. Hein. Vivre l'amour, on fait l'amour. Comme on le dit. Parce qu'en fait, faire l'amour, ce n'est rien faire que aller avec une femme ou aller avec un homme. Hein. Pour qu'on puisse vivre l'amour, la vivre, il faut que ça soit quelque chose de commun. C'est-à-dire, même si un homme a plusieurs femmes, il doit avoir une femme avec qui il vit l'amour. Avec laquelle, quoi, il vit l'amour. Parce que c'est comme une convention. Du genre, comme on va au culte. On dit le dimanche, je ne reste pas à la maison, je vais à l'église. Le comportement qu'on a à la maison, le comportement qu'on devrait avoir à l'église, doit être des comportements. Le genre que si on te donne une gifle sur une joue, tu donnes encore l'autre, on écrase. Jusqu'à le sang coule, tu perds même le mandibule. Mais professeur, est-ce qu'on a déjà vu ça? Mais c'est pour faire la différence entre les deux comportements, bien évidemment. Alors, donc, vivre l'amour et faire l'amour, puisque nous sommes dans l'expression de faire l'amour qui maquille le fait de se mettre avec une personne de sexe contraire. Et il y en a même qui font l'amour dans tous les sens. Bon, il y a des homosexuels. Alors, ça fait un peu rire, mais c'est malheureux. Et surtout les grands de ce monde, hein, qui sont les exemples d'une certaine forme de dépravation. Alors vraiment, c'est déplorable. Mais peut-être que sur le plan karmique, c'est normal, parce qu'on peut trouver les raisons pour lesquelles quelqu'un peut être homosexuel et que ça soit normal. On ne sait pas. Nous ne sommes pas. C'est encore. Alors, vivre l'amour, c'est faire le sexe, c'est faire avec le sexe, ou faire du sexe, c'est d'aller dans la sexualité d'une manière à reconnaître que le sexe n'est pas un instrument de plaisir, mais c'est un instrument d'élévation, de purification, de tout ce qu'il faut. Peut-être que avant qu'on ne termine cette série d'émissions, d'éditions qui est portée sur la mystique du sexe, peut-être qu'on arrivera à décrypter d'autres éléments que, du moins au fur et à mesure, parce que c'est des monographies. Moi, j'entends par monographie, on commence un sujet, ça ne se termine pas comme dans le sens des feuilletons, non. Bon, c'est une série. Bon, parce que dans une série, le film ne finit pas, même au bout d'un an, tant que l'histoire qui se raconte dans la série ne va pas. C'est la même chose que nous essayons de faire, parce qu'il faut rester dans la logique qui permet à ce que les choses soient dites comme il se doit, et cela ne peut pas être possible en une édition. C'est impossible. D'accord. Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure que vivre l'amour, c'est un peu comme une convention entre
les deux personnes, oui, partenaires. deux partenaires. Donc, est-ce à dire que c'est quelque chose qui se prépare d'avance, c'est-à-dire on ne peut pas se lever un matin et puis on décide de vivre l'amour avec son compagnon. Est-ce qu'il y a au préalable une préparation qu'il faut avoir pour pouvoir... Bon, alors disons, nous sommes en métaphysique. Hein. Bon, il faut appeler le chien par son nom. Nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes non plus dans les histoires de la tradition, je ne sais pas moi, au village, des choses que nous ne comprenons pas très bien. Mais auquel cas, nous sommes plus proches de la tradition du village que de l'église. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont des faits. Et il y a des choses qui sont les histoires qu'on raconte. Alors, vous ne pouvez pas faire l'amour vous seul, dans le sens du vrai. Il faut que l'autre soit dans le registre de que faisons l'amour dans le sens du vrai. Alors donc ça s'établit comme une convention, comme une entente, et ceci dans un but de purification, pendant que d'aucuns prennent le sexe comme quelque chose de salissant, puisque dans les rituels de la magie, même des rituels dans le cadre métaphysique pour la purification, lorsque vous faites l'amour avec une femme, vous êtes obligé de vous laver, de changer votre habit. Et on peut même, dans certaines cérémonies ou séances, vous dire que vous ne pouvez pas faire l'amour 48 heures avant. Il faut au moins 72 heures avant, donc 3 jours. Donc si par exemple vous avez des travaux de sanctuaire à faire vendredi, vous arrêtez de faire l'amour mercredi. Alors, parce que vous ne faites pas l'amour pour du vrai. Vous vous accouplez. Vous posez un certain acte qui a pour but de se faire plaisir, hein, de satisfaire un désir. Alors, maintenant, si vous aviez une épouse qui n'est pas d'accord avec les travaux de sanctuaire, vous ne pourrez jamais être en règle avec ces travaux-là. Bon, parce qu'elle peut ne pas être contre, mais elle n'est pas dans le registre de ces travaux de façon à ce que quand vous parlez de ces travaux, elle imagine seulement comment, toi tu vas aller faire des choses maintenant, elle va faire comment. Bon, donc c'est tout cela qu'il faut trouver une personne avec qui vous faites ça. Parce que ça vous voulez vous élever spirituellement, vous n'allez pas le faire avec toutes les femmes du monde. Alors, souvent, ce n'est pas en faisant de l'abstinence avec son sexe qui ne concerne qu'une seule femme que vous allez vivre l'amour. Non. Vous ne pourrez jamais vivre l'amour du moment où vous n'aurez jamais la qualité de femme qui vous permet à tous les deux de vivre l'amour. Mais professeur, pendant que vous parlez, j'ai eu un tableau dans ma tête. On imagine un homme qui est marié, mais sauf qu'avec sa femme, comme vous le dites, il ne vit pas l'amour. Mais cependant, il rencontre quelqu'un avec qui il arrive à le faire. Moi, je voudrais savoir, dans ce cas où il a, comme on a l'habitude de dire, une maîtresse dehors, mais sauf que celle-là, il arrive à vivre réellement l'amour tel que cela doit être fait dans le cadre de la sexualité sacrée. Alors la réponse est simple. La réponse est que ce n'est pas parce que vous êtes marié à une femme, vous êtes marié avec une femme, je vais dire, comme on dirait vous êtes marié à un homme, que c'est votre mari là-bas. Ou bien c'est votre femme, c'est faux. Je le disais la dernière fois, vous avez des dettes karmiques à payer. Le sexe n'a rien à voir avec l'âme. Au cours d'une vie donnée, la mission à accomplir
t'amène à être femme ou homme. C'est-à-dire, comme nous sommes assis là, toi tu es femme, moi je suis homme, mais ça ne veut rien dire non plus. Ça veut dire quelque part quelque chose pour l'instant en fonction de nos deux missions que nous avons à accomplir, ce qui nous fait porter les robes, hein, la carcasse dans laquelle vit l'âme en ce moment précis. C'est là pour nous aider à accomplir notre mission. Alors tu peux donc te retrouver que une personne qui était ton frère au cours de la vie antérieure, je reviens sur cet exemple, vous leur avez fait du mal et que cette vie vous devez payer. Et pour payer, vous portez la carcasse féminine, donc des sexes contraires, et lui, son libido est boussouflant, c'est-à-dire est agressif quand il vous voit. Et il dépense tout l'argent en paiement de la dette qu'il a eu sur le mal qu'il a eu à vous causer, par rapport au mal qu'il a eu à vous causer. Donc, vous ne pourrez jamais avoir à vivre l'amour. Jamais. Vous cohabitez, mais vous n'êtes pas des mariés. Vous êtes ensemble dans les cérémonies, monsieur, bras dessous pour se faire voir. Quand vous rentrez dans la chambre, les disputes commencent. Bon. Mais par contre, une petite personne est quelque part dans un recoin. Ça se passe même avec les femmes. Elle est dans un mariage, bien, elle a les moyens. Mais son mari, peut-être ne bande même pas. Et il y a un problème. C'est un petit garçon, quelque part, qui la reçoit régulièrement pour lui mettre à l'aise. Bon, mais maintenant, lui mettre à l'aise peut prendre des dimensions que c'est elle qui dit au garçon-là comment elle voudrait que le gars fasse. Et le gars marche. C'est la même chose que lorsque tu as une femme à la maison. Quand tu lui dis une chose, elle dit, moi je ne suis pas là pour le fantasme, moi je vais dormir. Ok. Et quand tu commences à rechigner, elle dit que moi je dors, hein. Je ne veux pas que quand je dors là, tu commences à me toucher. Finis avec moi, je dors ma chose. Ah ok. Quand toi tu pars à gauche, c'est toi qui dis comment on doit faire. Et la personne s'exécute. Alors maintenant, ça te donne envie de lui dire d'autres choses. Et souvent, pour nous qui sommes âgés, ça se passe avec les petits-enfants. Les enfants des gens hauts, qui sont même l'âge de tes enfants, ou quoi, on ne sait pas. Elle est accrochée à tes lèvres, et tu lui dis la chose, elle fait. Mais ça, ce n'est pas un enfant. C'est une vieille personne qui est dans la peau d'un enfant et qui t'accompagne pour que tu puisses t'élever. Et avec elle. Professeur, dans la chronique de ce soir, vous nous dites l'habitude excessive des plaisirs empêche la naissance de l'amour. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vivre l'amour. Mais tu ne trouves aucun sujet, aucune sujette, ou aucun sujet. Tu vas de fleur en fleur comme papillon, donc tu papillonnes. Et puis tu te retrouves dans une situation où finalement le schéma de vie sur ce plan échoue complètement. Complètement. Tu tombes dans l'impasse et puis ta vie se termine comme ça. Mais professeur, moi je reviens encore sur la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre? Nous sommes clairs qu'il faut trouver d'abord le partenaire idéal, c'est-à-dire celui-là qui est capable. Mais maintenant, en dehors de ça, est-ce que trouver le partenaire idéal suffit pour se retrouver en train de vivre l'amour? Alors, il y aurait sûrement, je ne sais pas, peut-être des exercices, peut-être concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à... Alors, le partenaire idéal, c'est quelque chose de presque pas très possible. Ouais, parce que le mot idéal, là, c'est un mot qui ressemble un peu comme si on disait un partenaire parfait. Parfait. Mais le partenaire idéal, quand même, encore, à le prendre
le sens terre à terre, serait celui-là ou celle-là avec qui vous vous entendez, ne serait-ce qu'à la limite de ce que vous voulez faire. Là, je m'explique. Si vous aviez une femme, vous êtes médecin, elle est sage-femme, parce qu'avant, c'était comme ça. Lorsque tu peux mener une expérience et qu'elle est au bout de l'expérience comme pour parachever la recherche que tu as engagée, dans le but d'atteindre un résultat, ça devient un processus. Et c'est avec le temps que ce processus-là peut mûrir et donner maintenant le résultat final qu'on veut. Et il ne faut pas qu'il y ait un découragement quelque part. Parce que, prenons par exemple, si vous vous mettez avec une jeune fille qui a besoin d'un bébé, vous ne savez pas. Son problème, c'est de faire un bébé avec un monsieur comme toi. Bon, dans sa tête, elle dit, bon, mais écoute, ce type-ci, ce que je veux de lui, c'est le bébé. Parce que je veux que mon enfant soit comme lui. Moi, sa façon de parler, de réfléchir et tout. Si on peut donner ce cerveau-là à mon enfant, ça sera bien. Bon, est-ce que... Elle vit l'amour. Mais vous ne vivez pas l'amour. Parce que le problème du bébé-là, lui, concernait... à elle seule, ça concerne, ça ne te concernait pas. Sauf que quand elle te rend compte que comme vous me voyez là, je n'ai pas vu mes menstrues, alors là, ça ne vous fait pas tiquer parce que vous dites, mais attends, mais je faisais quoi avec elle? Ça devait arriver. Vous trouvez ça normal et puis la vie continue. Mais est-ce que alors on va faire les bébés tout le temps? C'est ça. Est-ce que l'élévation spirituelle que vous aurez souhaité avec cet autre partenaire serait seulement le fait de faire le bébé? Voilà des questions qu'il faut répondre en ce moment précis. Si vous êtes parti de votre foyer pour vous retrouver dans la rue à faire des bébés, alors que vous étiez en train de chercher une sujette avec laquelle vous tombez en extase pour du vrai. Donc c'est cela qui fait, le fait souvent, on multiplie des relations et on tombe dans le manque de professeur, est-ce que ça l'amour. veut dire que l'élévation spirituelle à travers le sexe serait contre la procréation? Non, c'est pas ce que je veux dire. Au contraire, la procréation en est une chose, la sexualité en est une autre. Mais sauf que par le sexe, ce qui arrive. En réalité, si vous êtes en train de vivre l'amour, vous ne faites pas n'importe quel enfant. D'abord, vous ne faites pas un enfant qui va déranger en pédiatrie. Il peut atteindre 20 ans, jamais ne sera à l'hôpital. En aucune fois. De un, ça commence d'abord par là. De deux, parce que vous êtes bien entendu que la femme va faire un enfant qui sera peut-être pas parmi les avatars. Hein? C'est-à-dire un petit divin, quelqu'un de spirituel, mais un enfant tout autre. Une personne sérieuse ne peut jamais faire un bandit. Il ne peut jamais faire un féman. Il ne peut jamais donner naissance à un détourneur de fonds. Il ne peut jamais donner naissance à un poltron. Jamais. Parce que le sérieux que tu as est du fait du choix de la partenaire avec qui tu fais l'enfant. Mais malheureusement, tu ne peux pas être sérieuse seule. Parlant de la procréation, tu ne peux pas être sérieuse seule et avoir le résultat que tu veux. Parce que les femmes qui n'accouchent pas, certains, il a été prouvé que si tu fais 1 an, tu ne manges pas du sel du tout, tu prends la grossesse sans traitement. Alors, maintenant, quelles sont les nourritures qu'on peut manger sans sel? C'est là la question. Tu ne vas pas manger la viande sans sel. Tu ne vas pas manger le poisson sans sel. Peut-être les œufs. Les légumes.
Mais tu vas manger les légumes sans sel. Je dis une femme qui ne fait pas de bébé, si elle fait toute une année sans prendre du sel, 9 mois, dans une année de 12 mois. Au bout d'un moment, elle peut attraper la grossesse tranquillement, alors que sans médication. Sauf celles qui ont été tripotées, sulfurées, congelées, surgelées, avec des médicaments de tous bords. Tripotées. Non. Une femme qui constate que elle a été avec un premier garçon, le bébé n'est pas venu, un second garçon, le bébé n'est pas venu. On a fait des tests jusqu'au résus, plus, moins, le goût sanguin, machin et tout. On est arrivé à une conclusion que c'est une situation de dysfonctionnement quelque part qui l'embête. Elle refuse de prendre les médicaments. Elle se met dans un régime sans sel pendant plus de 9 mois. Elle va attraper la grossesse. Mais ceci doit être le fait que son mari aussi se met dedans. Pas qu'il fume, il boit, et puis il vient et dit que c'est toi qui veux le bébé. Mais non. Donc c'est là où l'amour devient vrai. Parce que vous aviez un but à atteindre. Ne parlons même pas des aspects spirituels, prenons même des cas simples. Dans le cadre des couples qui n'arrivent pas à procréer. Voilà. Mais, professeur, moi, je reviens encore là-dessus. Je ne vais pas dire le partenaire idéal, mais idéal dans la mesure où quelqu'un qui est prêt, ou alors qui regarde dans la même direction que vous. Donc, vous regardez dans la même direction. Est-ce que il n'y aurait pas, je ne sais pas, est-ce que se retrouver en train de vivre l'amour ne veut pas dire que peut-être il faut faire si, peut-être des jeûnes, peut-être des prières, peut-être... Ça se fait tout simplement comme ça, comme... Oui, mais là, on rentre un peu en profondeur. Ta question l'oblige. Alors, lorsque on parlait de se mettre ensemble, ça veut dire que vous êtes vraiment ensemble dans tout ce que vous faites. Bon, disons, si quelqu'un y travaille, il a sa femme, mais sa femme et ses enfants sont devenus tellement agressifs qu'il se voit obligé de quitter la maison et de se voir un peu hors de la ville même, avec une petite. Et la petite là, lui laver les sous-vêtements, ce que sa femme n'a jamais fait. Bon, prépare la nourriture, prend soin de lui, alors que l'écart d'âge est énorme. Bon, tu as un petit soin, c'est-à-dire la petite là a l'impression que toi tu es enfant et tu es son bébé. Alors, maintenant, toi tu peux te permettre le luxe de l'orienter dans des choses que tu ne pouvais pas faire avec ton épouse. Par exemple, le soir, vous mettez en méditation, vous mettez une musique symphonique, ou une certaine musique traditionnelle, ce qui marche avec votre système nerveux. Alors, pendant que cette musique passe, vous êtes méditatif et vous voulez, vous faites des séances du genre pour atteindre un certain but. Pas celui d'avoir de l'argent, d'être riche, de ne pas être malade et tout. C'est-à-dire, ce n'est pas dans les désirs, mais dans le besoin de vous élever. Alors, cela va aller avec tout ce que vous faites, alimentation et tout sera au pain frais. Et là, vous aviez une autre manière de vivre qui vous permet, chacun, de créer plus d'harmonie et qui vous permet même d'aller au niveau sexuel, à ne pas faire des choses sexuellement comme tout le monde. Mais sans que cela ne soit embêtant. Bon, par exemple, pendant la relation sexuelle, l'homme doit sentir
son vis-à-vis et inversement. Et même s'il faut qu'il y ait éjaculation, jouissance et tout, il faut que ça soit, ça se rencontre en symbiose, et puis au bout d'un moment, et ce moment-là, c'est vous qui décidez à quel moment ça doit arriver. Aucune brutalité, aucune... C'est-à-dire le rythme est choisi par le couple. Alors à partir de là, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de plusieurs relations, de plusieurs fois au cours d'une nuit, sauf si vous ressentez ces besoins. Bon, donc moi je dis, c'est quelque chose qui va de soi. Ce n'est pas une histoire aussi simple. Alors, ça peut donc se passer comme ça, que tu es marié, ou tu es même polygame, mais tu as même une maîtresse encore. Ce qui est malheureux, c'est que tu es polygame, mais tu as encore une maîtresse, que les autres femmes ne connaissent pas. Bon, disons que tu l'as pas à venir avec celle... Non, elle n'entrait pas. Elle reste dure. Oui. Parce que vous dites, j'avais dit 3 femmes, ça va. Celle-là, il ne faut pas que je la présente et ça ne l'embête pas. Et souvent on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et elle se cache dans son petit milieu. Et vous faites vos choses. Et puis, il y a une autre forme d'épanouissement qui arrive dans ta vie. Bon, mais maintenant, est-ce que le fait d'aller avec les autres femmes va-t-il entraîner un dysfonctionnement harmonique dans l'ensemble de tes vibrations? Là, c'est là où la petite question peut être posée et qu'il faille trouver la réponse. Voilà. D'accord, je crois que la question est posée et on va donner le temps à tout un chacun d'y penser. Et pendant que vous y pensez, nous, on vous propose la réflexion de ce soir et on revient juste après. Mais vous n'avez pas entendu, ou sûrement, j'ai dit ça dans une autre conférence, que cette habitude de faire une chose et de penser d'autres choses, et ça provoque beaucoup d'accidents, beaucoup. Dans les usines, le bras, le nez, les jambes coupées sur les routes, parce qu'on n'est pas habitué à se concentrer sur ce qu'on fait. C'est toujours dispersé, séparé, divisé. Et voilà, tous les accidents sont dus à ça, parce qu'on n'a pas fait attention. On était ailleurs. Au lieu de conduire bien, de regarder, on embrasse sa bien-aimée. Oh, sur un plateau, là, tous les deux. Et là, après, il y a du temps après. Alors maintenant, au sujet de l'amour, qu'il y a 35 millions de degrés, et prenez maintenant dans la vie quelqu'un qui aime sa femme seulement sexuellement, physiquement, et il ne pense pas que l'amour peut être plus subtil, plus avancé, et d'ajouter quelque chose dans cet amour sexuel, une attention, un sacrifice, un amour, de s'occuper d'elle pour son avenir. Et c'est ça les degrés plus supérieurs. Et je vois aussi, dans cette conférence, que j'avais laissé beaucoup de choses de côté, et qui étaient très bien placées, quand je parlais par exemple, que l'amour purement sexuel, physique, passionnel seulement, il n'y a pas d'autre élément, alors à cet amour éveillé la violence, en se basant sur l'astrologie, et que même les astrologues ne sont pas penchés là-dessus.
Par exemple, Taureau, qui est la maison de Vénus, c'est un amour vraiment, voilà, un animal normal, naturel, biologique. Et qu'est-ce qu'il éveille cet amour-là? De l'autre côté, dans le zodiaque, c'est Scorpion qui se trouve là. Et Scorpion est dirigé, dominé par Mars. Et oui, mais si la Vénus est un Vénus inférieur, éveille un Mars inférieur. Ça veut dire la violence, les dévastations, les bombes, la colère, ainsi de suite, ce qui se passe maintenant. Alors, quand on a donné une issue à l'amour sexuel, avec la pilule, il ne peut plus se retenir, c'est permis, c'est magnifique. Et oui, mais ils ne savent pas, les humains, hein? Qu'est-ce qui se déclenche en dedans? Quelles sont les forces, quels sont les centres, les chakras qui se déclenchent? Parce que chaque chose qu'on émane, ça ne reste pas comme ça. Ça éveille quelque chose, ça agit sur quelque chose. Et ça, ils n'ont jamais étudié ça. Et ils ont permis à l'humanité de jouir, de s'amuser sans danger, de ne pas avoir peur. Et ils ne savent pas que ça déclenche la violence de Mars. Et voilà pourquoi maintenant, partout où l'amour sexuel est débridé, ça veut dire laissé libre, ils vont se massacrer tous maintenant. Le père de la fraternité Blanche Omran qui, quelque part, professeur, faisait un rapport entre l'amour dans le sens général et le signe astrologique. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce rapport qu'il venait de faire? Alors, il explique quelque chose, bon, peut-être que je vais parler dans son sens, parce que son sens, c'est son sens, et c'était le grand maître de la fraternité blanche en France. Je crois qu'il était hongrois, mais nationalisé français. Alors, il avait un grand groupe, ce dernier, et il a donné un enseignement qui est resté, il est mort, ça ne fait pas longtemps, voilà. Est-ce quelqu'un, il est mort vieux, puis il était toujours sur ses pieds, alors qu'il était sérieusement âgé. Alors, il parlait de la débauche, en fait, et que certaines études qui devraient être en rapport avec les signes du zodiaque, pour essayer de canaliser l'humanité, ne sont pas faites, même avec les astrologues eux-mêmes. Il a donc donné l'exemple de deux signes, du taureau et des scorpions. Le scorpion, signe de Mars, dit-il, et le taureau, signe de Vénus. Et que l'amour des taureaux est un peu... est violent. Oui, est violent. Et là, les scorpions, ils sont les vents en guerre. Bon, alors si, par exemple, ces deux personnes se rencontrent, ça va donner ce que ça va donner. Mais moi, j'y ajoute sur la même lancée de ce qu'il explique, que le monde est dépravé. Alors, au-delà même de ce qui serait le fait que le signe est l'incarnation d'une typologie, d'un certain genre de caractère qui est inné à la base, vient s'ajouter les noms qu'on nous attribue. Et derrière cela, il existe aussi l'environnement dans lequel nous vivons. Parce qu'un taureau du village qui mange les racines et prend les feuilles, je ne sais pas moi de quelle végétation, ne serait pas pareil comme celui qui mange les spaghettis, œuf non fécondé, dont l'œuf dont la poule n'a jamais vu le coq, mais il y a quand même l'œuf, dont l'œuf diabolique. Alors il en mange avec des boîtes de conserve où les poissons sont morts depuis, mais sont conservés. Et on appelle ça la sardine. Et on en consomme normalement.
Et tout cela modifie notre liquide interne, nos humeurs, le sang, le sérum et la lymphe. Et ces modifications donc font en sorte que nous ne sommes plus des êtres humains au même degré de vibration, au même diapason que ce que l'homme a été il y a quelques siècles. Alors, professeur, si notre signe astrologique aurait un impact sur notre vie, tel que les noms et autres, alors comment est-ce que je prends pardon, l'exemple du taureau et du scorpion qui sont apparemment des gens de feu parce que c'est des vents en guerre et des violents. Et en plus de cela, s'ils sont dans un environnement où ils mangent usiné, comme vous venez de le dire, comment est-ce que cela pourrait donc à un moment donné arriver à s'élever, à vivre l'amour, étant donné que déjà dès la base... Alors c'est pourquoi on se marie quand même. Hein. on se marie quand même. Bon, on ne peut que faire ça. Hein. Voilà. C'est pourquoi moi je dis souvent il faut faire une étude d'affinité. Lorsque tu rencontres quelqu'un, bon, vous étudiez qui c'est à partir de sa date de naissance, la première année des rencontres. Bon, vous décidez d'en faire un ami, ou bien d'en faire un mari, ou bien une épouse. C'est comme ça. Un ami, c'est pas vous qui décidez, l'épouse, c'est pas vous qui décidez, mais vous savez déjà que ça, même si la nature a décidé qu'on se mette les bas, qu'on aille voir monsieur le maire, on n'en a pas assez de choses à faire ensemble. Voilà. D'accord. Maintenant, nous allons prendre le soin de répondre à nos téléspectateurs parce qu'ils sont nombreux à envoyer des messages. On va prendre le SOS téléspectateur. Bonsoir professeur, est-ce que quelqu'un qui a eu une ablation des testicules peut avoir une érection? C'est Paul de Nkonsamba. Je ne crois pas. Bon, sauf que c'est pas le fait de croire, mais je sais que lorsqu'on fait l'élevage, première chose, on a deux sortes de boucs. J'ai vu faire, on encastrait, l'autre qu'on voulait vendre cher. Et ces boucs-là ne prenaient plus contact avec les femelles. Donc on enlevait ces testicules. Alors j'ai peur. Moi, ça, c'est pas un domaine qui me concerne trop, mais j'ai peur que si on encastre les gens, parce que à l'époque ancienne, on encastrait les Romains pour aller en guerre. Et c'était des messieurs Colos et tout, et qui n'avaient rien à voir avec les femmes, et donc je pense que même les érections n'existaient plus. Ce qui les intéressait, c'est qu'on les a formés pour brutaliser les autres peuples. Voilà. Alors, on a Christian de Baladeur qui voudrait savoir quelle est la puissance du sexe. La puissance du sexe? Oui. Ah, la puissance du sexe, ça fait d'abord le bébé. Et l'idée, ça rend dingue. Hein? Il y a des jeunes filles que si un homme expérimenté la prend, elle ne va plus étudier, elle ne va plus aller à l'école. Et c'est pour ça qu'on lutte contre la pédophilie. Parce que si vous tombez sur une petite qui est à l'âge de la puberté, vous allez la bousiller, le cerveau complètement, du moins tous ses sens. Donc c'est ça la puissance du sexe. Une des puissances, quoi. Là, nous parlons sexe dans le sens terre-à-terre, mais il y a d'autres puissances que nous avons essayé de développer depuis qu'on est assis là aujourd'hui, dans le sens de l'élévation spirituelle et jusqu'à sublimer sa spiritualité. Alors, bonsoir. Est-ce normal de pratiquer les rapports sexuels en milieu scolaire? Le message n'est malheureusement pas signé. Bon, moi, c'est pas... Le milieu scolaire, c'est quel milieu? C'est le milieu social. L'école est utile pour ceux qui savent pourquoi ils vont à l'école. Ceux qui vont seulement pour chercher les diplômes et réciter les cours, ils ne sont pas à même de comprendre ce qu'on dit là-bas, mais ils sont seulement à même d'avoir les diplômes. Alors,
Si par exemple tu es en licence ou en master, tu ne fais pas l'amour pour faire ton enfant, tu attends avoir tous les doctorats. Le moment qu'il faudra faire l'enfant, tu ne pourras plus, tu diras quoi? C'est ça. Donc moi, je ne sais pas, il y a des questions qui sont des questions purement africaines. Hein. Le blanc, lui, ne se pose pas ce genre de questions, parce que des fois, ils ne vont même pas à l'école. Alors, bonsoir à vous, s'il vous plaît. Pourquoi le sexe est-il autant sacré pour vous? Le message n'est pas signé. Le sexe n'est pas sacré pour nous, c'est sacré pour tout le monde. Voilà. Parce que sans le sexe, nous ne serons pas en vie. Le désir n'a pas des inconvénients? Le désir Oui. a des inconvénients, parce qu'à vouloir satisfaire le désir, on peut aller dans tous les sens. Alors, si on est bloqué, pardon, est-ce qu'avec le temps, cela peut s'estomper et est-ce que l'auteur pourrait avoir un retour? C'est Ngondo qui nous écrit. Bloqué comment? En fait, je pense qu'il parle de blocage. Oui, parce qu'il y a des gens, parce qu'il a des problèmes de sexe, il ne fait... Je dis par exemple, le sexe rend dingue. C'est-à-dire, si on ne canalise pas bien les enfants, ils peuvent ne pas bien faire l'école, simplement parce qu'ils sont entrés en activité sexuelle très rapidement. Moi, je dis pas précoce. Parce que précoce, ça veut dire que vous ne voyez pas déjà vos règles. Là, c'est que vous êtes en activité sexuelle précoce, où l'homme ne fait pas, ne voit pas, du moins, n'éjacule pas encore. Mais dès que tous ces mécanismes-là sont mis en place, vous n'êtes pas en activité précoce. Parce qu'un fruit mûr est mûr. On ne va pas dire c'est un peu mûr. Parce que c'est encore à l'âge de 15 ans. Et ce serait mûr lorsque ce sera à 40 ans. Non, c'est mûr, c'est mûr. Bon, donc, moi, je ne sais pas comment dire ça. Voilà. D'accord, nous ne pouvons pas prendre vos appels à l'antenne, donc vous êtes priés de nous faire juste des messages et nous allons prendre le soin de vous apporter des réponses. On a un téléspectateur. Salut, moi c'est Angèle Bert. Je pense que l'amour est sacré ainsi que la sexualité parce que chaque individu se doit de respecter son corps. C'était une contribution d'Angèle Bert. Ça, le professeur, s'il vous plaît, le lavage et blindage a-t-il la protection de quel type d'esprit? C'est Christian de Yassa qui nous écrit. Le lavage et le blindage a-t-il la protection de quel type d'esprit? Alors, le lavage et le blindage, dans le sens métaphysique, n'attire pas que les genres d'esprit, mais vous met en harmonie avec l'univers. Et c'est une manière de rendre propre, dans le sens spirituel, votre organisme, dans sa double dimension, ou bien dans sa dimension occulte générale, c'est-à-dire tous les corps confondus. Sauf que, quand on finit de faire le lavage, il faut éduquer la personne lavée. Il ne faut pas la laisser à ce lavage et dire que ça va, ou bien le blindage. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de blindage à vie. Parce qu'il y a des gens, il a sa bague, il a ses colliers, ou je ne sais pas moi quoi, et il dit que c'est des contre-dangers, il conduit la voiture n'importe comment. Alors le jour qu'il tombe sur une situation où il ne peut pas éviter l'accident, il en meurt. Et puis on dit que peut-être que sa bague n'avait plus de puissance. Mais non. Donc il faut toujours éduquer les gens. Il n'y a pas de protection à vie. Donc le lavage et tout cela va aussi avec le lavage du corps astral, du corps mental, du double éthérique, tous les corps. Pas seulement du corps physique. Alors, Alifa depuis Kousséri voudrait savoir comment traiter l'éjaculation précoce pour avoir un bon rapport sexuel dans un bon mariage. Alors, c'est une dame, hein? Ou bien un garçon? Alifa, je crois que ce serait un garçon. Ah, peut-être. Alors, l'éjaculation précoce, ça se traite à partir du moment où on a cessé d'avoir peur de ne pas faire l'amour. Alors que vous êtes un garçon, devant vous, une femme est en train de s'habiller, vous avez peur de ne pas bien faire l'amour. Pourquoi? Il faut garder son calme.
De un. De deux, l'éjaculation précoce qui est due par la manière de consommer des aliments. Certains aliments, en les consommant, vous pouvez ne plus avoir une bonne érection. Certains médicaments même tuent l'érection. On a toujours dit ces choses-là. Donc, souvent, il est nécessaire de savoir pourquoi quelqu'un fait l'éjaculation précoce. Parce que ce n'est pas la peine de lire les encyclopédies de la médecine officielle et rapporter ça au public. Non. Ces encyclopédies et ces dictionnaires médicaux ont été faits pour vendre les médicaments. Pour la plupart des définitions qui sont dedans, c'est pour permettre à ce que le médicament soit vendu. Nous, en métaphysique, il y a une autre approche. C'est de chercher la cause du mal. Souvent, on peut te dire que tu as le diabète. Alors, on te dit que c'est causé par le sucre et que c'est au niveau du sang. Alors que non, c'est ton pancréas qui est en dysfonctionnement. Alors, qu'est-ce qui fait que le pancréas est en dysfonctionnement? Peut-être parce que vous ne mastiquez pas vos nourritures et que vous mangez des nourritures qui ne digèrent pas et qui donnent trop du travail au pancréas au niveau du duodénum, ainsi que au niveau le travail au pancréas et au foie au niveau du duodénum, que les sécrétions qui viennent du foie et du pancréas au niveau du duodénum sont disproportionnées par rapport aux quantités du travail à faire à ces niveaux précis. Donc il y a des choses en détail qui ne sont pas expliquées à l'école. L'école explique ce qu'elle peut. La culture générale vient après. Un homme qui a fait l'école, qui a fini tous les diplômes du monde et qui ne sait pas cultiver, est resté illettré, entre guillemets. D'accord, alors un autre message. Bonsoir professeur, hier soir je regardais une émission sur la sexualité dans une chaîne française. On disait que le clitoris est le seul organe de l'orgasme féminin. Alors pourquoi certaines femmes aiment quand on les suce les seins? Merci, c'est Patrice qui nous écrit. Alors les Français disent leurs choses, parce que d'abord les Blancs sont les prédateurs du sexe, c'est les fous du sexe. C'est pourquoi ils sont d'ailleurs très nombreux. Voilà. Parce que, il y a certaines choses qui sont dites, qui sont relatives, et d'autres qui sont dites de manière comme ça. Alors, il y a la sensation interne chez la femme et la sensation externe. Il y a les femmes qui ont une sensation à partir de leur clitoris. C'est celles-là qui se masturbent facilement, en faisant des touchements au niveau de son clitoris et se sentant à l'aise. Et rien que la chatte suffit pour qu'elle soit à l'aise. Et là, la pénétration ne les intéresse pas trop. C'est là qu'on trouve beaucoup de femmes lesbiennes qui se mettent entre elles, se frotter et tout, après commencent à crier. Bon, maintenant, il y a d'autres qui sont internes, utériens. Il faut bien y aller dedans pour pouvoir lui donner la satisfaction. Alors moi, ce genre de débat, c'est bien, et surtout quand c'est nous les hommes, parfois, qui disons les choses des femmes et les femmes sont là, elles écoutent. Elles ne disaient rien. Alors, c'est Atangana qui nous écrit depuis Fumbot. J'aimerais savoir la différence qu'il y a entre avoir des rapports sexuels quand nous sommes mariés et des rapports sexuels hors mariage. C'est le rapport sexuel. Quand un enfant naît, il est né. Que vous ayez les rapports hors mariage et que vous ayez les rapports mariés, en mariage, c'est le rapport sexuel. Bon, on dit les enfants de l'intérieur, les enfants de l'extérieur. Mais c'est les enfants. La loi les reconnaît comme étant les enfants d'un même père. Et puis, tous doivent être héritiers du père. Sauf si rien n'a été établi du vivant de l'homme qui puisse faire comprendre que c'était aussi là ses enfants. Voilà. On a une contribution, l'amour ne se fait pas. L'amour est un don de Dieu, l'amour se vit, il se donne, il se partage. La sexualité ou la relation sexuelle n'est pas l'amour. Malheureusement, la contribution, on n'a pas eu le nom de la personne. Bonsoir, prof, j'ai un problème. Je veux faire prendre un peu de volume à mon sexe, il est trop petit
et les filles se moquent de moi. Comment faire? C'est Maxime depuis Yaoundé. Bon, alors, première chose, les filles, vous prenez votre sexe, vous mettez à une vitre de boutique ou bien de boulangerie, et quand elles passent, elles se moquent seulement. Ou comment? Si vous avez vous-même honte de votre sexe, comment aimeriez-vous que une fille qui voit votre sexe ne parle pas de ça? Parce que quand vous avez un gros sexe, vous fermez, vous refusez de faire l'amour là où il y a la lumière. Quand vous avez aussi un petit sexe, vous refusez de faire l'amour là où il y a la lumière, c'est tout. Pourvu que vous puissiez satisfaire la personne. Le tout dans la relation sexuelle, c'est de savoir utiliser son sexe. Bon, parce que moi, je reçois en consultation des personnes qui viennent parce que quelqu'un à la télé ou à la radio, des radios concurrentes, on ne les cite pas ici, est allé faire la publicité là-bas que lui, il a les produits qui viennent, si c'est de l'Inde ou quoi. Comme le noir veut boire tout, qui vient d'ailleurs. Si tu fais même un truc, tu lui dis que tu as pris ça à Newbell, là. Pour nous qui sommes à Douala au marché de Newbell, tu as mélangé. Bois ça, c'est bon. Non, il va te dire non. Le bon produit, c'est celui qui vient de l'Inde, des États-Unis, de l'Afrique du Sud et tout. Mais les gens ailleurs ne boivent pas les produits des Africains. Ça dit, on a un problème. Dans cette Afrique, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché des produits faits par des Camerounais. Même quand un Camerounais est médecin, c'est tout un problème. Ou même quand il est pharmacien. Mais quand c'est fait à la France, non, d'emblée, c'est autorisé ici. C'est comme Philippe Even explique dans une des vidéos qu'on rencontre sur le net, que les produits français sont faits. D'où la formule est américaine et adoptée en France. C'est la même chose. La formule des produits que nous buvons en Afrique, c'est les produits qui ont été homologués en France et imposés en Afrique. Alors, maintenant, si vous avez besoin d'avoir un bon sexe et que vous avez besoin des produits pour ça, ça veut dire que vous devez passer en consultation. Parce que moi, souvent, quand je prends le diamètre de quelqu'un dont son sexe dort, je vois que c'est dans les 11 cm. Alors, et ça se met en érection, ça prend du volume. Comment un sexe pareil ne peut pas travailler? Mais il te dit qu'il veut quelqu'un qui va faire que ça grossisse plus que ça. Alors moi, je me dis que c'est des fantasmes qui ne se justifient pas. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a de mal pour un homme de passer des années sans faire l'amour? Est-ce que cela pourrait causer un problème sur le sexe de cet homme? Alors, si vous restez sans faire l'amour parce que vous ne voulez pas faire l'amour, vous avez quel problème? Si vous voulez laisser même votre sexe tomber en ruine, que ça ne peut même plus se mettre en érection, vous aurez quel problème? Parce que c'est un choix. Bon. Mais si vous voulez être en activité sexuelle, on dit souvent qu'un muscle qui n'est pas en activité s'atrophie. Ceci peut être très vrai. Parce que lorsque vous avez perdu le besoin de faire l'amour, vous perdez aussi l'érection. Mais si vous vous mettez en érection et que vous ne voulez pas faire l'amour, alors vous êtes dans une situation de contraste. Hein, c'est-à-dire que vous bagarrez contre vous-même. Et pourquoi cela? Vous avez des réactions biologiques à satisfaire. Il faut les satisfaire. Il y a quel problème? Il n'y a aucun problème. Bonsoir, Pro, vous venez de dire qu'une femme qui n'enfante pas peut tomber enceinte si elle fait une année sans consommer du sel. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est scientifiquement démontrable? C'est Damiba qui nous écrit. Alors, le mot scientifiquement démontrable, d'abord, c'est un mot qu'il faut cesser d'utiliser à tort et à travers. Parce que en médecine officielle, on parlait des sciences et il n'existe aucune science là-bas. Dans certains cas. Dans d'autres, oui. Par exemple, les urgentistes sont des scientifiques, mais un généraliste qui ne sait pas pourquoi vos néphrons sont bouchés et que vous avez des problèmes de dialyse déjà, parce qu'il n'arrive pas à poser le diagnostic sur la consommation des additifs alimentaires qui sortent des boissons, hein, avec des tartrazines comme colorants et tout. Alors, ces gens-là parlaient de science.
Moi, je dis que lorsque vous ne prenez pas du sel, vous trouvez un équilibre. Parce que l'excès du sel dans le corps détruit même, en quelque sorte, la circulation du sang au niveau des canaux qui sont les vaisseaux sanguins. Il faut que cette circulation du sang se régule. De un. De deux, parce que vous ne consommez pas du sel, vous n'allez pas manger n'importe quoi. Non plus. Alors, tout ce que vous allez manger, ça sera des produits vivriers. Donc, ça va purifier votre sang et ça va vous donner un bon équilibre fonctionnel et qui, quelque part, va permettre à ce que tout de votre corps, que ce soit du côté glandulaire, du côté du système nerveux et que du côté organique, qu'il y ait une harmonie et le côlon ne sera plus surchargé, c'est-à-dire le gros intestin. Résultat, cet équilibre va permettre de bien hormoner. Quelle explication scientifique elle veut? Parce que le mot science, au lieu de demander l'explication, elle pose la question sur la base des sciences. Que le noir sait même que la science c'est quoi? Quand ça dépasse le blanc à savoir. Et la science, c'est leur volonté d'imposer quelque chose aux autres. Donc leur norme. C'est ça qu'ils appellent science. Alors, Youssoufa, depuis Garoua, nous écrit bonsoir le plateau. Je suis à 5 ans de mariage, mais on a un problème. Ma femme n'arrive pas à concevoir. Elle est à sa 5e fausse couche. Que faire? Appelez hors antenne à ces numéros. Alors, on a un téléspectateur qui nous écrit en anglais, professeur. Good evening to you all in the studio. I love your speech and moral of lesson you are giving us. I just wanted to say sex is a crime in excess. Again, a ladybird is not meant for other age. My piece of advice to young ladies is never you leave those who love, you do those you love because... Bref, en fait, il est en train de dire que son conseil qu'il donne aux jeunes filles, c'est de ne pas accepter d'aller avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou qui ne nous aime pas. Parce que pour lui, le sexe est quelque chose de sacré qu'il faut préserver. C'était une contribution. Alors, bonsoir professeur. Quel est le risque qu'un jeune peut avoir avec une jeune fille non mariée? Je ne comprends pas très bien. Néanmoins, la même personne a besoin d'un conseil de sage, mais c'est la même chose. Le risque qu'un homme et une femme mariés ou non courent en faisant les relations sexuelles dans le sens spirituel. Là, je crois que c'est mieux dit. C'est un peu complexe sa question. Hein? Je ne comprends pas ça bien. Donc, il veut savoir à quoi est-ce qu'on s'expose lorsque un homme et une femme qui ne sont pas mariés se retrouvent en train de vivre l'amour, c'est-à-dire de pratiquer la sexualité sacrée. Bon, alors, comme on est à la fin de l'émission, je crois qu'on va y revenir, mais moi je dis ceci. Il n'y a pas un problème de mariage d'état civil. Il y a un problème de s'accoupler. Quand vous vous accouplez avec quelqu'un, vous êtes marié. Vous n'avez pas besoin d'avoir un papier. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Tu quitteras ton père et l'autre quittera sa famille et toi. Vous allez vous mettre ensemble. Alors, autant de relations sexuelles qu'on ait fait sur la terre, autant de mariages. Bon, donc moi, c'est pas de quoi il est question de parler, c'est pas d'un certain mariage. Alors, pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Dernier mot pour conclure. Alors, on va essayer de voir le contour du sexe chez la femme ou chez l'homme. Les prochaines éditions, on va essayer de faire un effort parce que dans le cadre de la mystique du sexe, il faut qu'on essaye de tout décortiquer. Si on pourra bien, parce que c'est tellement vaste. Mais on fait quand même des morceaux choisis, c'est ce qu'on essaie de préparer et de présenter aux téléspectateurs qu'ils nous acceptent comme ça. C'est ça notre contribution pour ce qu'on doit faire pour eux. En tout cas, en attendant mardi prochain pour la suite de votre thème, ce qu'il y a à retenir ce soir, c'est que le sexe se passerait
est un moyen qui nous permet d'atteindre l'élévation spirituelle, c'est-à-dire de réveiller en nous la divinité qui sommeille. Il faudrait donc faire attention à ce que nous faisons avec le sexe. Et l'idéal serait à un moment de chercher à vivre l'amour et non de faire l'amour. J'ai été ravie de vous avoir nombreux ce soir. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 22h30 sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien.